moi, là, au fond, je suis une métaphore de toute la situation des aidants au Québec. C'est pas le temps pour ça. Je devrais être plus vieille, elle devrait être plus vieille. Ouais. C'est une maladie, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de traitement à long terme. Tu vas oublier qui toi t'es, tu vas oublier c'est qui les gens que t'aimes, tu vas disparaître, tu seras plus la personne que t'étais. Les personnes qui accompagnent la personne en fin de vie mettent leur vie sur pause, puis des fois c'est sur plusieurs années. Ici Marine Orsini, je vous souhaite la bienvenue à des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Cette semaine, avec nos invités, nous parlerons du quotidien à domicile. Devenir proche aidant, c'est un rôle qui demande beaucoup pour une seule personne. La situation peut devenir de plus en plus difficile, voire de plus en plus exigeante parce que la maladie progresse. L'épuisement guette toujours les proches aidants qui veulent tout donner à la personne malade, souvent, très souvent, au détriment de leur propre santé physique et mentale. Et on le sait, les aidants ont plusieurs tâches à accomplir, plusieurs rôles à jouer chaque jour. Et on doit l'avouer, on n'est pas équipé pour tout assumer. On n'est pas équipé pour tout assumer. Alors, c'est quoi cette réalité-là quand la personne malade est à la maison? C'est quoi le quotidien du proche aidant? Et quels sont les dangers qui les guettent aussi? Nous allons en parler avec une jeune femme, elle a 22 ans, je pense, Pénélope Thériault, qui est étudiante et proche aidante de sa maman qui est atteinte d'Alzheimer. Également, la belle Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse, je dirais surtout beaucoup battante des droits des proches aidants, ayant elle-même pris soin longuement de son mari, en fait, pendant 17 ans de maladie, le regretté cinéaste Gilles Carle. Et aussi, on aura droit à un éclaireur, j'aime beaucoup ce mot-là, éclaireur, Patrick Durivage, qui est coordonnateur du domaine de pointe en soins palliatifs communautaires aux aînés à domicile. Alors, bienvenue à tous. J'ai maintenant le grand bonheur et l'immense privilège d'accueillir une femme que je considère mon amie. Oui, une consoeur de métier parce que c'est une comédienne. Elle est chanteuse, elle est poète. Puis je pourrais dire proche aidante, mais elle porte depuis plusieurs années à bout de bras, à bout de corps, à bout de cœur la cause des proches aidants. Chloé Sainte-Marie. Hey, t'es trop fine d'avoir dit oui. Merci. Écoute, 27 ans d'amour avec ton homme, Oui. dans lequel, donc, pendant 17 ans de ces 27 ans-là, du tout début jusqu'à la toute fin, t'as accompagné ton mari, ton amoureux, ton complice Gilles Carle, qui a été affligé de Parkinson. T'as vécu ça de façon très intense. Puis je commence en te disant, il t'avait dit de partir. Oui. Il t'avait dit de t'en aller. Ah, il me disait, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Hey, c'est terrible d'entendre ça. Va-t'en. Ben, ça doit, c'est comme un coup de pelle dans le cœur. Ah, oui. Tu sais, va-t'en. Ah oui, puis il était en colère aussi. Ah oui, il frappait. C'est dur à se faire tout à coup dire diagnostic Parkinson. Il y avait 61 peut-être en 1991. Il est né en 1928. Mais comme il trichait tout le temps sur son âge, moi je trichais tout le temps. On ne sait plus c'est quoi. Vous saviez plus quel âge vous aviez finalement? Pas pantoute. Mais en tout cas, mon Dieu, quel moment. C'était hors de question pour toi de t'en aller? Non, hors de question. Non, je pouvais même pas vivre sans Gilles. Jusqu'à la fin, quand il a été 35 jours sans boire, sans manger, je voulais qu'on le gave, qu'on l'opère à l'estomac ou par la horte, qu'il puisse recevoir sa nourriture, le soluter. C'est mon amie Joséphine Bacon, poète, la grande poète Inou, qui me dit « Laisse-le partir ». Mais je voulais pas. C'est comme si je pouvais pas vivre sans lui. Mais tu dis, Chloé, quand on devient aidante, proche aidante, on devient tout. Oh mon Dieu, oui. Pour cette personne-là. On devient ses bras, sa tête, ses yeux, ses pieds, ses mains, son corps, son sexe, on devient tout. On n'existe que par l'autre parce que l'aidante s'oublie, tu sais, on vit, comment dire, on vit toujours comme dans une sorte d'incarcération. Tu sais, je dis tout le temps, l'aidante,
elle connaît c'est quoi être en quarantaine. Tu sais, la pandémie est arrivée, et puis tout à coup, le confinement. Mais quand tu es aidant, tu es déjà Tu l'es confiné. déjà. Ouais. Fait que tout à coup, tu te retrouves doublement confiné dans un confinement collectif. Mais toi, tu sais, t'es isolé, seul, parce que prendre soin d'une personne malade, ça éloigne les amis, ça éloigne la famille, ça éloigne... Tout le monde. La maladie, ça éloigne. Oui, mais tu dis aussi, on devient une mère, Ah oui. sauf qu'un enfant, ça s'élève. Oui, c'est ça. Un enfant, tu le mets au monde, sauf quand il y a une maladie à la naissance. Là, tu es aidante dès le départ, mais quand il est dans une progression normale, il s'en va tout à coup, à un moment donné, tu l'amènes là pour qu'il parte, mais la personne en perte d'autonomie, c'est des deuils constants à chaque jour. Il y a des deuils à faire. C'est pour ça que... C'est comme une torture, hein, aussi pour tout le oui. monde. Ah oui. Moi, je dis tout le temps, tu sais, quand on me dit, as-tu fait ton deuil de Gilles? Ben non, je ferai jamais mon deuil de Gilles. Je peux faire des deuils de gens vivants, des ruptures, mais pas de gens qui sont partis, que j'ai aimés. La communication, elle continue, elle reste. Fait que je ferai jamais mon deuil de Gilles, c'est certain. Il est en moi, mais à chaque jour, il y avait un deuil à faire. Pour lui, pour moi. Tu dis aussi, Chloé, qu'il y a eu des périodes où tu as voulu tuer Gilles puis tu voulais te suicider. Ah oui. Tu as pensé à ça. Ah oui. Ah oui, souvent. Hey, quand on était à Saint-Paul, dans Botsford, j'étais en haut, j'habitais le grenier, là. Je m'étais fait un beau petit loft, puis les préposés étaient à l'étage, puis Gilles était au rez-de-chaussée. Puis oui, je rêvais que j'allais descendre. Puis tu penses à ça, comment je vais faire, comment je peux faire, comment je peux continuer. Mais ce qui mène là, c'est la fatigue. Parce que tu dors plus. Tu peux pas être 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, on. Tu sais, nous, on fait un travail, mais on a des moments de répit, de congé, mais l'aidante, elle n'a pas. Non, puis les besoins de la personne malade, c'est à toute heure du jour ou de la nuit. J'imagine que Gilles se réveillait en pleine nuit, peut-être en criant, en douleur, il y avait soif, je veux dire, tout ça est possible. Là. Tout l'impossible est possible. Ah oui, complètement. Et réel. Et réel. Puis, tu sais, c'est... Comme je disais tout à l'heure, les colères. Quand il y a eu le diagnostic, ça s'est pas... Il a continué à tourner, mais il fallait quelqu'un pour l'habiller. Il fallait quelqu'un pour l'aider, même sur Pudding Chômeur, à manger. Fait que il commençait à être raide, là, vraiment. C'est Parkinson rigide, là. C'est son corps, il vient comme une barre de fer. Mais... Puis, comment dire... c'est impossible le quotidien d'une aidante avec une personne en perte d'autonomie, c'est aussi des grands moments de joie. Il ne faut pas penser que c'est juste un malheur total, puis noir, puis des pleurs, mais il y a des moments de grâce, certainement. Oui, il y a une intimité immense. Oui. Sauf qu'on la perd à un moment donné. Quand moi, j'avais besoin de 2 préposés à temps plein, 24 heures par jour. C'est pour ça que ça me coûtait 10 000 par mois. Il fallait que je le trouve parce que, tu sais, tu chantes de la poésie. Mais quand tu dis ça, parce qu'effectivement, tu sais, je sais ça, c'est que toi, tu réussissais pas à trouver de l'aide, des soins, des services? J'avais le chèque emploi-service du CLSC, mais j'avais 21 heures par semaine d'attribuer. C'est ça, OK. Tu avais de l'aide, mais c'était pas assez. Fait que la différence, il fallait que tu le payes. Oui. Tu allais comme dans le privé, là. Oui, il fallait que j'aille dans le privé. Puis, tu sais, 21 heures par semaine, ça me prenait 24 heures par jour. Fait que je pouvais... Ça suffisait pas. Puis le CLSC, ils font un travail formidable, par exemple. Hein. Ah, mon Dieu, oui. Ah, tu sais, comment
comment les médecins, les infirmières, puis toutes les professions, les inhalothérapeutes, les diététiciennes, en tout cas, ils nous envoyaient tout. C'était formidable. Ils se donnaient, mais il y avait un inclus puis un exclu. La personne malade, c'est l'inclus, puis l'aidant, c'est l'exclu. Ça veut dire quoi, ça? À mon époque, l'aidante ou l'aidant, on n'avait droit à aucun service. C'est-à-dire que quand le médecin il venait à la maison pour Gilles, il venait pas pour moi. Quand l'infirmière elle venait pour Gilles, elle venait pas pour moi. Tu sentais pas qu'on te demandait, vous, avez-vous besoin de quelque chose? Vous, comment allez-vous? Jamais. Vous, comment vous sentez-vous? Jamais. Un jour, j'ai demandé au médecin qui était là sur place, je suis malade, est-ce que je peux avoir une consultation? Elle dit, va à l'hôpital. J'ai pas le droit. Elle était là dans ma maison pour Gilles. Ça n'arrêtait rien de me faire une consultation, là. Puis elle me dit, va à l'hôpital, j'ai pas le droit. Puis assez rudement, là. Puis je suis allée. Puis j'ai attendu 8 heures, puis je suis revenue sans passer parce que j'étais épuisée. Mais ça change maintenant. Ça change. Ouais. Il y a de l'espoir, ça change. Oui. Tu sais, moi, ça fait longtemps, 91 jusqu'à 2009. Fait que, puis jusqu'à 2009, ça fait déjà 11 ans, là. Tu as écrit, je pense que c'est le bon moment pour lire ton plaidoyer. Ah oui. Comment tu l'intitules? Plaidoyer pour l'aidante. On demande à l'aidante un sacrifice complet d'elle-même, une ponction d'elle-même, qu'elle prend sur la peau de son bénévolat, sans rétribution, jusqu'à en mourir. Comme si l'aidante accomplissait un devoir moral qui ne vaut rien au marché des valeurs. L'aidante s'immole en secret chez elle. L'aidante fait le sacrifice de sa vie. L'aidante est l'esclave moderne. La grande oubliée dont la fatigue, la souffrance et l'épuisement constituent le salaire. Alors qu'en réalité, l'aidante fait partie de l'équipe de soins comme tous les autres membres de l'équipe des soignants. Pourquoi alors ne peut-elle pas bénéficier des mêmes avantages que les autres? Il est urgent que soit créé pour l'aidante un statut défini dans l'échelle de santé. C'est un métier, c'est un travail, c'est une profession. Il faut mettre en œuvre une formation afin que le travail de l'aidante soit traité comme celui d'une personne à part entière. Puis tu le dis aussi, tu fais aussi le parallèle, tu le faisais tantôt, peu importe notre job, notre travail, est-ce que vous feriez votre job 24 heures, 7 jours? Non, c'est impossible, ça prend du répit. Dans n'importe quel job, qu'on soit animateur, acteur, caméraman, technicien, chanteur, médecin, ingénieur, avocat, professeur, je veux dire, tout le monde ne fait pas sa job 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Impossible. Ça prend du répit. Ça prend du répit. Donc, l'aidante, ça devient tellement prenant. Puis, tu sais, moi, depuis le début, puis je le dis encore, mais on dit, tu sais, qu'on n'est pas équipé pour, ni émotionnellement, ni au niveau de notre savoir. On n'est pas des médecins, on n'est pas des... Donc, oui, ça prendrait une formation. Oui, ça prendrait... C'est ça. Mais tu le sais, tu as pris soin de ta mère. Oui, pendant 4 ans et demi. Pendant 4 ans et demi, donc tu l'as vécu au quotidien. Oui. Puis toi, tu sais, quand on lit ton histoire, quand on connaît ton histoire, tu pouvais pas arrêter de chanter. Oh, tu pouvais pas être avec Gilles, même si tu aurais voulu. Parce que justement, tu dis, ça me coûtait 10 000 $ par mois parce que le temps qu'on me donnait, c'était pas assez. Il y avait besoin de quelqu'un 24 heures sur 24. Oui. Mais donc, toi, tu as été obligé de continuer à travailler pour ramasser de l'argent. Donc, la faillite guette toujours l'aidant aussi ou l'aidante parce que c'est une réalité. Ah oui. Il faut continuer à payer un loyer, il faut mettre de l'argent, il faut mettre de la nourriture dans le frigo. Puis, tu sais, l'aidé, il cesse de travailler parce qu'il est en perte d'autonomie. L'aidant cesse de travailler parce qu'elle aide la personne en perte d'autonomie. Donc, les budgets, c'est sûr, on s'appauvrit. Et à un moment donné, moi, avec Gilles, j'étais tellement endettée, là, à son décès, la maison qu'on avait à Saint-Paul-de-Botsford, quand je l'ai vendue, j'ai même pas réussi à payer toutes les dettes. Mais ça, c'est... moi, là, au fond, je suis une métaphore de toute
la situation des aidants au Québec. C'est un cas là, qui représente tout ça. Là. Toute la même affaire. Puis des fois, c'est bien pire que ça. Parce que quand on a un enfant qui est malade à la naissance, c'est toute la vie. Ça peut durer 30 ans, 40 ans. Donc, les parents sont aidants pendant 30, 40 ans. Alors, le système, en fait, pour moi, tu sais, moi, je suis une aidante. Donc, je me disais, les solutions, ils doivent venir de celles qui vivent les problèmes au quotidien. Donc, le système médical connaît, gère tout ça, mais l'aidante est sur le terrain. Puis le neurologue... C'est elle qu'on devrait écouter. C'est lui, les aidants, qu'on devrait écouter pour être capable de mettre en place... Des politiques. Des politiques. Les personnes âgées, maintenant, là, souvent, là, ils se mettent eux-mêmes dans des résidences privées ou dans des CHSLD pour pas être un poids pour les enfants. Alors, c'est grave parce qu'ils se sentent de trop. Tu sais, c'est tout un long pattern depuis les années 70, depuis qu'on a foutu dehors les religieuses, au fond. Tu sais, c'était des femmes soignantes, hein? Puis après est arrivée, la chose la plus merveilleuse, les soins gratuits. Mais malgré... Il y a du bon puis il y a du mauvais. Oui, c'est que on a oublié que les soins à domicile sont la pierre angulaire du système de la santé. Si on va pas là, on mise pas là, mais dans une population vieillissante, c'est foutu. On peut pas... on pourra pas pallier à ça, là. On peut pas. Ma belle Chloé, t'as écrit une chanson, t'as fait un vidéoclip, d'ailleurs, sur l'approche aidance. C'est tellement beau, l'image est tellement... merci! Magnifique, puis je pense que ça parfaitement de c'est quoi l'approche aidance. On va en écouter un extrait. Merci. Accomplissons tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche. Le silence de nos jongleries, l'envolée d'une prière, de nos espoirs, de nos rêves, de ce souvenir d'enfance qui ressurgit en souriant pour se jouer de la maladie, de nos secrets, de nos promesses, de nos projets, de nos prouesses. Aidons nous aider, des aidants, aidons nous aider, des aidants, sous-aidants, en pleine aidance, des aidants, aidons nous aider. Moi qui viens te porter aide, affliction, aménité et bonté, un œil en larmes retenu et l'autre en joie contenue. Je refuse toute colère, j'implore les dieux de me délester de toute révolte. Aidons nous aider, des aidants, aidons nous aider, des aidants, sous-aidants, en pleine aidance, des aidants, aidons nous aider. Première résistante, premier témoin, première confidente, premier solidaire, nous qui sommes au front. Avant tous, j'ai un secret à vous confier, à vous confier. Nous les aidantes aidants sommes la petite lumière qui résiste
Le feu pilote qui reste allumé lorsque tout paraît éteint. Ma belle Chloé, mon Dieu, ces images-là, ces paroles-là, aidez et aidantes, aidants aidés, hein? Oui. Et moi, je dis toujours que la prochaine danse, c'est tellement un grand voyage dans une vie. Et puis, je trouve ça très touchant quand tu dis, quand la maladie entre dans notre vie comme aidant, comme aidante, c'est comme si on était contaminé, les gens fuient, comme si ça les met face à leur propre mort aussi. Puis vous autres, ça a été jusqu'au point où il y a même une municipalité qui voulait pas de vous autres, qui voulait pas de Gilles et toi dans leur municipalité. Absolument. Il a fallu que j'aie recours à mes amis avocats parce que on voulait donc faire la première maison Gilles Carle à Saint-Paul d'Abbotsford. Parce que j'étais à bout, puis là, j'avais besoin d'aide. Puis l'idée, au départ, c'était comme une coopérative, là. 5 aidés, 5 aidants, dont 2 travaillent, puis 3 aidantes se reposent. Donc, c'était une coopérative, mais j'avais pas le droit. Alors, mes amis avocats, ils ont dit, ben ça va être des colocs malades. Puis, ils ont trouvé l'astuce. Mais à partir du moment que Gilles est décédé, on n'avait plus le droit. Et la raison, c'est parce qu'ils ne voulaient pas voir des fauteuils roulants dans le rang. Ils ne voulaient pas voir des personnes malades dans le rang. Dans leur quartier, dans leur coin? Non. Mais c'est généralisé, ça. C'est tabou, la maladie. C'est comme si les gens ont peur d'être contaminés par la maladie. Comme si tu allais tomber malade quand tu es en présence d'un malade, comme si quelqu'un qui est mourant va faire que tu vas mourir. Oui. Ouais, ça, je peux comprendre ça, effectivement. Ça crée des grands malaises. Oui. Les gens savent pas comment être, savent pas quoi dire. Oui. Les gens appellent pas, ben je veux pas te déranger, alors qu'au contraire, dérange-moi. Tu dérangeras jamais, même s'il y a peu de mots à dire, même si c'est de dire que tu sais pas quoi dire, c'est déjà de dire quelque chose. Un silence, c'est dire quelque chose. Mais on est tellement inconfortable. Je sais qu'avec Gilles, Chloé t'a passé par toutes sortes d'étapes. Gilles, il y a eu toutes sortes d'étapes tu le disais tantôt, de violence, parce qu'il était piégé dans son corps aussi, hein? Un Parkinson rigide, l'incapacité de cet artiste, de cet homme-là, de s'exprimer. Gilles, c'était la poésie, la réalisation, la peinture, le dessin, c'était tellement multiple. Ah oui. Et tu as eu une période où tu as carrément fait appel à Pierre-Carl Péladeau et à Julie Snyder, qui était sa conjointe à cette époque-là, en 2005. Oui. Et ils ont fait une levée de fonds pour toi. Oui. Raconte-nous en quelques mots. Ils ont quand même ramassé, c'est quoi, 235 000 $? Pour toi et Gilles. Donc, 2 ans de soins. Ça équivaut à 2 ans de soins. Ah oui, c'était formidable. Mais moi, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour Gilles? J'ai dit, Gilles Carle, c'est pas juste moi qui dois le porter, c'est un patrimoine vivant, son œuvre est partout dans le monde. Pourquoi, tu sais, j'étais à bout, là. Puis, il a dit, je vais faire quelque chose. Puis, il a fait ce projet de levée de fonds. Ça s'est passé à l'Excentris. Lui était président d'honneur avec Daniel Langlois. Puis c'était un magnifique moment. Et ça m'a aidé pendant 2 ans. Et ça a parti aussi le bal que après 2 ans, il fallait que je recommence à trouver une autre solution. Puis, je t'ai vu aller pendant plusieurs années. Tu te souviens, hein? J'étais la plus grande quêteuse au Québec.
Puis je le disais, les gens, ils disaient, Chloé, laisse-la pas rentrer dans ton bureau parce que tu pourras pas y Elle dire ressort non. plus, premièrement, tant que tu n'y as pas dit oui. Elle ressort avec un chèque. Mais tout ça aussi pour dire que l'idée, c'était de créer donc cette fondation-là, Oui. la Fondation Maison Gilles Carle. Oui. La première maison a ouvert ses portes en mai 2012 à Oui. Cowansville. Aujourd'hui, il y a 8 maisons Oui. Gilles Carle, donc Boucherville, Brome-Missisquoi, Montréal, Chaudière-Appalaches, Alma, la Fondation pour enfants Marc-Denis, il y a Shawinigan, il y a Montjoli aussi. Oui. C'est fou ce que tu as réussi à créer, ce que vous avez réussi, mais en même temps, Gilles, il était Gilles. limité aussi, oui, son nom, sa notoriété, Oui. l'amour que les gens lui portaient, Oui. l'amour que les gens te portent aussi, Chloé. Mais tu sais, après cette expérience-là, tu aurais pu faire, je pense que je vais me reposer. 27 ans d'amour, 17 ans Oui. avec la maladie, mais à bout de bras, à bout de souffle. Ah oui. Et t'as voulu poursuivre pour avoir ces maisons-là. Et ils sont là, ces maisons-là. Ils Sont fonctionnent. là. Des maisons qui donnent du répit. Oui, c'est ça qu'on a le plus besoin. Si j'avais eu ça, tu sais, parce que tu viens au début avec la personne aidée, malade, et on peut rester là une semaine, un mois, et on recrée une famille. Puis après, l'aidante, elle retourne se reposer chez elle, puis l'aider, il aime ça revenir. Il faut créer des liens fraternels, amicaux, puis c'est ta dimension humaine. C'est des maisons à 8 chambres, 12 chambres. Seulement à Montréal, il y a 22 chambres, parce que là, ça couvre tout Montréal. Ouais. Puis Boucherville, mais c'est vraiment essentiel de retourner à l'humanité. C'est ça qu'on a besoin. Ma belle Chloé, écoute, on pourrait continuer à parler pendant 2 heures parce que ton expérience de vie, ton expérience d'amour avec Gilles, ton expérience d'aidante à travers tout ça, c'est tellement grand. Puis je veux te dire merci d'avoir créé ces maisons-là. Merci de continuer à porter ces maisons-là parce que faut continuer à les faire évoluer puis à rester debout, ces maisons-là. Ah oui. Et je te souhaite plein de santé, je te souhaite de la paix, je te souhaite de l'harmonie. Je sais que ton nouvel album s'en vient à l'automne. Oui. Et ça, c'est sûr que cet album-là, tous tes albums sont toujours tellement habités. Merci. Habités par la merveilleuse personne que tu es. Merci merci. beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour d'une jeune femme de 22 ans qui est étudiante et qui est surtout la fille de sa mère. Sa mère qui est atteinte d'Alzheimer depuis 3 ans. Pénélope Thériault, bonjour. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Je suis très contente que tu aies accepté notre invitation. Je trouve que c'est rare. C'est quand même une histoire rare. Tu es tellement jeune. Ta maman, Linda, avait 56 ans quand le diagnostic est tombé. J'imagine comme une bombe. Est-ce que c'est un bon mot? Oui. Plus comme un tsunami, parce que c'est comme une vague, une autre vague, une autre vague. Comme interminable, en fait. Ouais. Hein? Comment ça s'est passé, ce diagnostic-là, ce jour-là où vous avez reçu... Je pourrais même dire, on peut-tu reculer un peu? Est-ce que tu as vu ça venir? Avez-vous vu ça venir? Non. Non. Moi, quand j'étais jeune, quand je grandissais, mon grand-père faisait de l'Alzheimer. Je pensais que je savais c'était quoi la maladie, puis j'aurais été capable de le voir venir. Oui. Mais ma mère était tellement jeune que, tu sais, elle a un déficit d'attention. C'est son déficit d'attention. Elle a eu des commotions cérébrales. C'est juste des symptômes de ces vieilles commotions cérébrales. OK. C'est pas quelque chose que tu vois venir. Mais ma grand-mère, elle l'a vu. Ah C'est oui, sa elle. mère, la mère de ta mère l'a Ouais. vu, elle. Puis c'est elle qui est allée chercher un diagnostic avec ma mère. Ah oui, hein? Mais ça se traduisait comment? Qu'est-ce que tu vivais au quotidien avec ta mère qui aurait pu, justement, oui, les commotions, oui, le TDAH, tout ça, mais encore, là... Au quotidien, c'était ma mère qui se fâchait après moi. Je t'ai dit de faire ça, tu l'as pas fait, mais moi qui disais, tu m'as jamais demandé de le faire. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ah, fait qu'il y avait ces confrontations-là. Ben vous oui. autres. Fait que ça me poussait encore plus loin de ma mère. Tandis que elle, c'était des symptômes qu'elle avait de sa maladie, puis moi, j'étais comme, ma mère est rendue bitch pas mal, là. Ah, c'était vraiment... Ben oui, puis avec raison.
Puis elle aussi, ta mère, elle devait Ouais. se dire, elle devait être indignée, puis Ma hors fille d'elle. ingrate qui fait rien, je lui demande de faire quelque chose, elle le fait pas sa part, tu sais, c'est rendu un adulte. Hi. Donc, il y a peut-être eu, c'est un bien grand mot, là, un certain soulagement, mais je veux dire, ça a dû éclairer un paquet d'affaires, en fait, quand ce diagnostic-là est tombé, hein? Mais c'est comme, OK, c'est pour ça que ma mère a oublié ma fête. OK, c'est pour ça qu'elle se fâchait pour rien. OK, c'est pour ça que ma mère, elle travaille plus puis qu'elle est plus capable de garder une job. Mais il paraît que tu as vécu beaucoup de culpabilité, toi, quand ce diagnostic-là est tombé. Tu avais Ouais. 19 ans, parce que là, ça fait 3 ans, en fait, Mhm. que vous avez su que ta mère était atteinte d'Alzheimer. C'était quoi cette culpabilité-là? Ben, je vivais avec elle tous les jours. Je savais c'était quoi la maladie d'Alzheimer à cause de mon grand-père. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû être capable de discerner les symptômes. J'aurais dû, moi, aller pour avoir un diagnostic pour ma mère pour l'Alzheimer. Comment ça, j'ai pas vu ça? Ouais. C'est moi qui vis avec. Ouais. Puis il paraît que ta mère et ta grand-mère t'ont annoncé cette nouvelle-là juste après Noël. Ils n'ont Ouais. pas voulu te le dire. Ouais. Eux, ils ont eu le diagnostic 2 semaines avant Noël. Puis ils voulaient avoir un dernier Noël en famille normale, entre guillemets. Donc, après Noël, comme 2 semaines après, ils m'ont assis dans le salon, « Pénélope, on a besoin de te parler. » C'est ma grand-mère qui me l'a dit parce que ma mère n'était pas capable de le dire. Ah non, hein? C'était trop dur. Mhm. C'était trop émotif. C'était trop Ouais. chargé. Puis pendant que ta grand-mère, elle t'a dit ça comment, premièrement? Comment ça s'est passé, ce moment-là? Elle m'a dit, on est allé voir le docteur Gauthier, qui était le docteur de mon grand-père, spécialiste de l'Alzheimer à Douglas. Elle dit, ta mère a fait de l'Alzheimer. Puis là, tout de suite, j'étais comme, ben non, elle fait pas de l'Alzheimer, elle a 56 ans. Elle oublie des affaires, OK, elle se fâche, c'est pas de l'Alzheimer, tu sais, ça peut pas être, pas à son âge. Je peux pas avoir un grand-père qui fait de l'Alzheimer puis une mère, un grand-père qui a fait de l'Alzheimer puis après ça, une mère qui fait de l'Alzheimer maintenant, là. C'est pas le temps pour ça. Je devrais être plus vieille, elle devrait être plus vieille. C'est ça, ça a comme pas de sens. Non. Hein? Puis ta mère, pendant ce temps-là, elle était dans quel état? Triste. Tu sais, ma mère elle a eu des tendances à faire de l'anxiété. Là, c'est comme, tu sais, c'est une grosse dépression, là. C'est la pire nouvelle que tu peux pas avoir. C'est une maladie, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de traitement à long terme. Tu vas oublier qui toi t'es, tu vas oublier c'est qui les gens que t'aimes, tu vas disparaître, tu seras plus la personne que t'étais. Tu vis avec ta maman en appartement, vous vivez ensemble. Ta mère est monoparentale. Je pense qu'elle t'a élevée toute seule, hein, Oui. toute ta vie. Vous vivez ensemble. Toi, tu vas à l'école. Mon Dieu, comment ça s'organise, tout ça? C'est difficile à dire. Je fais ce que j'ai besoin de faire. Ça veut dire? Ça veut dire j'en prends plus, j'en prends trop des fois. On développe une routine, puis c'est une routine qu'on change au fur et à mesure que les symptômes deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Comme avant la pandémie, ma mère était capable de rester à la maison seule. Fait que je lui faisais un tableau pour la journée. Je mettais le jour, la date, la température, ces repas que j'avais préparés qui lui restaient juste à réchauffer. Puis donc, tu lui donnais comme un agenda. Là. Ouais. Voici ta journée. Ouais. Là. Voici où on en est là, aujourd'hui. Un gros tableau blanc avec un code de couleur pour que ça soit facile à suivre. Elle cochait quand elle avait donné à manger au chien, quand elle avait marché avec le chien. Je marquais si elle avait un rendez-vous. Je marquais le numéro de ma grand-mère pour qu'elle appelle ma grand-mère si jamais il y a quoi que ce soit puis elle a besoin d'aide. Puis pour qu'elle soit le plus autonome possible, puis pour que moi, je puisse continuer d'aller à l'école. Oui, parce que tu vas à l'école à temps plein, là. Ouais. Ça n'a pas changé. En fait, tu me racontais juste avant qu'on commence que tu veux finir tes études, tu es à l'université, là, puis tu veux finir tes études dans le même temps que tu avais prévu avant même que ta mère elle tombe malade. Là. Fait que tu n'as comme pas changé tes objectifs. Là. Donc, c'est beaucoup de pression pour toi, ça. Oui. Bien, ma mère, l'université pour elle, c'est vraiment important, puis elle veut que ça soit ma priorité numéro 1. Bon, clairement, c'est pas ma priorité numéro 1, là. C'est impensable de dire je vais passer l'école avant ma mère qui est malade, mais c'est ma deuxième priorité, donc je veux la rendre fière, je veux qu'elle ait pas
pression qu'elle m'empêche de continuer de vivre ma vie puis d'atteindre les objectifs que j'avais avant qu'elle soit malade. Mais on me disait que tu étais quelqu'un d'anxieux. Oui. Puis j'imagine que cette anxiété-là s'est multipliée ces dernières années. Oui. Tous les scénarios possibles, ben si moi, il m'arrive quelque chose, c'est qui va s'occuper de ma mère? Si ma mère, elle devient pire, comment est-ce que je vais faire? Tu sais, maintenant, là, mettons, je gradue l'année prochaine, comment est-ce que je vais faire pour aller travailler? Tu sais, je gradue, puis c'est mon objectif, mais après ça, je sais pas c'est quoi qui s'en vient parce que ma mère va avoir besoin de quelqu'un à temps plein avec elle. Mais est-ce que déjà, je sais que ta grand-mère, elle vient régulièrement passer du temps avec ta mère, mais est-ce que tu as déjà commencé à aller chercher de l'aide extérieure? As-tu commencé à t'organiser avec les services qui sont là? Est-ce que tu sais que les services existent? Est-ce que tu y crois? Parce que je sais que toi, tu tiens vraiment à être la proche aidante de ta mère. Là. Il n'y a personne qui va t'enlever ce rôle-là, en fait. Hein? Oui, j'ai essayé les services qui sont disponibles. Par exemple, les services de répit 2 fois par semaine, 3 heures. Au début, on avait une personne que c'était toujours la même personne qui venait, qui a développé un rapport avec ma mère, qui la traitait pas comme une patiente, mais comme une personne, tu sais, qui lui parlait. Une amie, une sœur. Exactement. Hein? Ouais. Tu sais, qui faisait des activités avec ma mère, tout ça. Ma mère, elle adorait ça. C'était un répit pour elle aussi. Puis vous l'avez perdue, cette personne-là? Oui. La personne a changé d'horaire de travail. Puis on a demandé au CLSC de changer notre horaire pour... On dit, si elle travaille à cette heure-là, on va prendre le répit à cette heure-là. Ça dérange pas à quelle heure est le répit jusqu'on en ait avec une personne qui fait une bonne job puis qui a développé un rapport avec ma mère. Puis on dit non. Fait que là, on avait une personne différente. 2 fois par semaine, c'était à chaque nouvelle fois, c'était une nouvelle personne que je devais réexpliquer le diagnostic de ma mère qui savait pas nécessairement c'était quoi l'Alzheimer puis comment traiter une personne qui fait de l'Alzheimer. Des personnes qui parlaient moins bien français, donc c'était plus difficile à ma mère de communiquer avec eux, ou qui étaient juste pas des personnes qui parlaient beaucoup, puis ma mère, elle aime ça jaser, tu sais. Fait que c'était plus plate pour elle, puis elle était comme, j'en veux plus. Tu sais, je suis tannée d'avoir des étrangers qui viennent chez nous. J'aime mieux pas avoir personne chez nous. Exactement. Ouais. Je pense que depuis 3 ans, quand même, la maladie a beaucoup évolué, hein, assez rapidement chez ta mère. Je pense que maintenant, elle a plus le droit de conduire. Hein? Je pense que ça a été une étape quand même assez marquante, j'imagine. Ouais, non, c'est difficile quand tu dois te dire à ta mère qu'elle peut plus conduire. Ça a été quoi sa réaction? Ben là, vous réagissez trop vite, trop fort. Vous voulez m'enlever les petites affaires que je peux encore faire. Ah ouais, ça peut être vicieux une personne qui fait de l'Alzheimer parce qu'il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. Fait ben que non. c'est... Tu sais, t'es ma fille, t'as pas d'affaire à moi m'enlever. C'est pas moi l'enfant. Tu ne diras pas que oui, c'est ça, c'est pas moi l'enfant. C'est moi ta mère. C'est ça. Ben oui. C'est moi ta mère, tu dois faire ce que je dis de faire, ce que je te dis de faire, mais là, c'est le contraire, tu sais. Même que ma mère, elle m'appelle maman. Elle se trompe, puis elle m'appelle maman. Ah oui, hein? Ouais. Ça, tu prends ça comment? Tu vis ça comment? Ben, j'ai arrêté de la corriger parce que ça la rendait juste plus triste. Fait que je dis, je t'aime. Je pense qu'il y a eu aussi l'étape où elle pouvait plus cuisiner, hein? Donc, oui. Donc, tout ce qui est tâches ménagères ou, en tout cas, qui peuvent être dangereuses, cuisiner, là, allumer un four, un rond de poêle. Cuisiner, sarrer de la vaisselle qui est en vitre. Maintenant, on utilise la vaisselle en plastique, là. Pourquoi donc? Parce qu'elle les échappe. Elle les échappe par terre tout le temps. Fait que là, tu sais, mettons, avec de la vitre par terre, c'est dangereux, là, de piler dessus et tout ça. Fait que là, on a des assiettes en plastique. Parce que ma mère a tendance à aller dans sa cuisine et se prendre des affaires parce que c'est son chez eux, c'est sa maison. Puis elle n'a pas arrêté de penser ça à cause qu'elle est malade. Puis elle aime pas ça demander de l'aide. Fait qu'on change, on s'adapte. Mais là, je pense que depuis, c'est 2019 que j'ai dans mes notes. Là, elle peut plus être seule à la maison, ta mère. Non. Non, elle peut plus être seule. Ben, elle peut être seule pour une courte période de temps. Mettons, si je vais à l'épicerie, je peux aller à l'épicerie, je peux aller à la pharmacie. Mais si je veux aller prendre un café avec un ami, si je veux aller prendre une marche, là, il faut que je m'assure que ma grand-mère peut garder un œil sur ma mère. Parce que elle a pas... Mettons, il y a une alarme de feu. Elle va pas descendre en bas. Non, c'est ça. L'alarme de feu, elle... Ouais. Mais justement, parlons de toi. Tu dis, si je vais aller prendre un café avec une amie,
toi, ta vie, t'as quand même... Pénélope, 22 ans, est-ce que tu as un amoureux? Tu as des amis de filles quand même? C'est quoi, toi, ta vie? Oui, tu es étudiante, là, mais je veux dire, ta vie sociale? Ma vie sociale est de plus en plus inexistante. Je pense un peu comme tout le monde avec la pandémie. En plus, là, c'est sûr que c'est un contexte encore pire. Là, C'est ça. Avant la pandémie, au moins, j'avais une vie sociale avec, par exemple, l'école. Tu vois tes amis à l'école, vous étudiez ensemble à la bibliothèque, on va aller prendre un café en passant, tout ça. C'était comme un social obligé, mais qui était nécessaire, que là, maintenant, j'ai pu, parce que je vais pas faire l'effort de sortir juste pour aller voir un ami, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un pour regarder ma mère, fait que c'est comme plus compliqué. Tantôt, tu me disais aussi, j'ai trouvé ça touchant, tu dis, j'en parle pas trop non plus, parce que dans mon cas, il n'y a pas d'espoir avec ma mère. Ouais. Donc, tu partages pas beaucoup non plus cette réalité-là, en fait. Ben, au début, quand ma mère a eu son diagnostic, j'étais au cégep. Fait que je l'ai dit à mes amis du cégep. Puis, ils essayaient d'être là pour moi, mais ils savaient pas comment. Ils savaient pas comment gérer la nouvelle, comment gérer les émotions. Ben là, tu penses, puis si c'était ma mère ou mon père, qu'est-ce que je ferais? OK, je peux juste pas y penser. Puis, ils savent pas comment interagir avec moi après. Puis, il y a la petite lueur dans leurs yeux de comme pitié. Fait que j'ai arrêté de le dire. Maintenant, il y a comme 5 personnes qui sont au courant dans mon entourage régulièrement. Puis après ça, le reste, ben, je suis juste Pénélope, une fille qui était impliquée à l'école. Là. Je suis plus impliquée à l'école parce que j'ai plus le temps. Mais j'allais quand même aux événements. Je posais des questions en classe. J'étais toujours elle qui répondait aussi aux profs. Fait que c'est comme ça qu'ils me connaissent. T'es plus silencieuse, là. Exactement. Parce que tu gardes tes énergies à quelque part, j'imagine, hein? Tu te préserves un petit peu. Tu dis aussi, Pénélope, que le système n'est pas adapté pour les proches aidants étudiants. Puis, mon Dieu, sans faire de recherche, j'imagine effectivement que, comme tu dis, on avait un service d'une travailleuse sociale ou de quelqu'un qui venait à la maison s'occuper de ma mère, puis c'était parfait parce qu'elle s'entendait bien avec ma mère, mais elle a changé son horaire, on l'a perdu. Fait que ça serait quoi ton message justement aux instances là, qui nous écoutent si en tant qu'étudiante proche aidante, tu dirais quoi? Ben, on a besoin des services qui sont plus flexibles, puis on a besoin des services différents que quelqu'un qui est retraité, qui prend soin de son conjoint à temps plein, puis c'est sa seule occupation, c'est d'être aidant naturel. Quand tu dois en plus garder ta job, faire de l'argent ou être étudiant à temps plein, tu peux pas mettre autant d'énergie à être aidant naturel parce que tu as toutes ces autres occupations-là qu'il faut qu'ils soient faites. On peut pas réussir au travail ou à l'école et être aidant naturel seul. Puis il y en a qui ont des familles au complet, puis même quand j'ai été mis en contact avec un autre aidant naturel que lui, sa mère aussi a fait de l'Alzheimer, puis quand il a eu le diagnostic, lui aussi était à l'université, puis il était comme, écoute, c'était moi, mon frère puis mon père, puis j'avais de la misère à arriver, fait que j'ai aucune idée comment toi tu fais. Alors, comment tu fais? Je te pose la question, Pénélope. Genre pas beaucoup. Des fois, mes cours prennent le bord, mais c'est pas grave. Je prends ça un jour à la fois, puis je me concentre sur ma mère parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde, puis je veux juste la protéger puis m'occuper d'elle. C'est ça qui me garde, qui me permet de continuer à tous les jours, là. Mais est-ce que tu as des moments de découragement? Est-ce que tu as frappé des murs depuis 3 ans? Est-ce que... Oui. Je vais même oser te demander, tu sais, ça a été quoi tes réactions? Non, au début, c'était horrible. Tu sais, c'est comme, je me réveillais le matin, puis là, c'est comme, ça va bien. Puis après ça, je me rappelais, non, ta mère a fait de l'Alzheimer. Ça va pas bien aujourd'hui. Fait que ça a été comme ça pendant une couple de mois. Après ça, j'étais tellement anxieuse que j'étais pas capable de manger après 5 heures le soir parce que si je mangeais, ça ressortait. Parce que j'étais tellement nerveuse émotionnellement que, tu sais, il y a des symptômes physiques à l'anxiété. Après ça s'est calmé un peu. Puis après ça, cet automne, avec la pandémie, tu sais, j'étais avec ma mère 24 heures sur 24 à tous les jours, toute seule, pas le droit de voir personne d'autre. Tes seules interactions, c'est avec une personne qui fait de l'Alzheimer. Tu sais, j'étais sur le bord de la dépression, là. Fait que comment tu réussis à passer à travers ça? J'ai fait un effort de parler à mes amis. J'ai fait l'effort de commencer à avoir une psychologue à l'école.
C'est ça que j'ai pour l'instant. Ça fonctionne, mais Ouais. je sais pas combien de temps ça va fonctionner. Puis là, est-ce que tu penses que tu vas réussir à te procurer l'aide dont tu as besoin? Est-ce que tu continues à cogner aux portes, à faire des appels, à faire des démarches? J'essaie toujours de... Avec le système, le problème, c'est qu'il faut toujours qu'on pousse pour avoir de l'aide. Faut qu'on pousse, faut qu'on pousse, faut qu'on pousse. Mais malheureusement, je n'ai plus l'énergie de pousser. Tu sais, il faut que je continue, que les roues tournent à la maison, que ça tourne à l'école. Je n'ai pas l'énergie de faire les démarches de plus pour pousser, pour qu'on ait plus d'aide, de me défendre, pour moi, pour ma mère. Tu sais, Et ça tu en sais prend que de le l'énergie. service de l'appui est là, hein? C'est ceux qui nous offrent cette balado-là, là, c'est l'appui. C'est un organisme, justement, qui, je dis toujours, c'est comme un peu la centrale de tous les services qui existent au Québec pour les proches aidants. Et donc, eux sont outillés. Tu sais, tu peux appeler de n'importe où, là, à travers le Québec pour dire je suis à Sept-Îles, je suis dans le Grand Nord, je suis à Québec, je suis à Montréal. J'en peux plus. Voici ma situation. Qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Dans quoi vous pouvez m'aider? Tu sais, moi, en tout cas, je t'encourage, si tu pouvais te donner une petite réserve d'énergie, parce que je pense que tu vas en avoir de besoin. Tu vois le futur comment, Pénélope? Tu entrevois le futur comment quand tu regardes en avant? J'essaie de pas regarder en avant parce que les symptômes de ma mère vont juste de pire en pire. Fait que j'essaie même pas de penser à la semaine prochaine. J'essaie de planifier le mieux que je peux, mais je peux pas y penser, tu sais. La semaine C'est un dernière, jour à la fois. Ouais. La semaine dernière, ma mère a oublié mon nom pour la première fois. Pas comme se tromper de nom, elle se trompe toujours de nom, c'est pas grave. Mais là, il y avait comme la panique dans ses yeux parce qu'elle s'était trompée puis là, elle trouvait plus mon nom. Tu sais, elle paniquait puis elle s'est mise à pleurer puis j'ai dit c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave parce que c'est pas mes émotions qui comptent, c'est ses émotions qui comptent. Puis une fois que j'ai calmé, j'étais dans ma chambre, j'ai pleuré. T'es forte, Pénélope, vraiment, là, c'est très émouvant de t'écouter, de te voir, de penser puis de réfléchir que toi, ta réalité, c'est ça, ta vie à tous les jours à l'âge de 22 ans. Fait que je veux juste t'envoyer bien de l'énergie, bien du courage à travers ça. Puis j'espère là, que tu vas pouvoir te garder un peu d'énergie pour tendre la main, justement, pour aller te chercher de l'aide, parce qu'il y en a de l'aide. Puis peut-être que dans tes expériences des dernières années, ça a été un peu décourageant, un peu essoufflant, en fait. Oui. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller te chercher de l'aide pour t'accompagner dans tout ça, tu sais. Parce qu'il faut que tu penses à toi aussi là-dedans. Hein? Merci, Pénélope. Merci. Patrick Durivage, depuis 22 ans, c'est incroyable, vous accompagnez les aidés et les aidants dans votre rôle de coordonnateur en soins palliatifs. Je lisais que votre clientèle est principalement composée d'aînés, donc des gens âgés à domicile, souvent en fin de vie. Alors, on parle de gens qui sont âgés souvent de 80, 90, même 100 ans et plus, vous me dites avec votre pouce. Oui. Parce que, évidemment, peu importe l'âge qu'on a, peu importe la maladie, on veut tous finir notre vie chez nous. Hein? On veut partir dans notre maison, dans notre lit, dans nos affaires. Je pense que ça, c'est assez unanime pour tout le monde. Bien, c'est le consensus que les gens ont dans leur tête, justement, de ce souhait de vouloir mourir à domicile. Mais c'est pas tout le monde qui a les possibilités de mourir à domicile. Ouais. Donc, il faut tenir compte l'arrêté autant physique, donc la maladie, quelle maladie la personne a. Il y a certaines maladies, c'est plus difficile à garder à domicile. Oui. Mais il y a tout un processus d'évaluation qui est fait. Hein? Dans le travail qu'on fait, on évalue la perte d'autonomie de la personne, donc de l'aider. On évalue sa maladie, les ressources qui sont en place, tant au niveau familial, personnel, que ce que le système de santé peut offrir comme soins. Et on fait une courte pointe. On met des ressources communautaires, on met des ressources de la famille, et on met tout ça ensemble, puis on voit si le maintien à domicile est possible. C'est deux trajectoires. Il y a la personne qui est en fin de vie, qui va nous quitter, et le proche aidant qui va rester après. Aussi. Donc, on doit suivre deux trajectoires différentes, même si le but commun, c'est la fin de vie, l'accompagnement. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites. On doit suivre ces deux trajectoires-là, puis je suis certaine que les aidants qui nous écoutent en ce moment, puis souvent, il y en a qui vont dire... Tout est concentré sur l'aider, hein, la personne malade, la personne qui a besoin. Moi, j'ai l'impression de ne plus exister. J'ai plus de vie. On me demande rarement comment je vais.
Oui. Hein, c'est En même ça? temps, comme les proches ils abordent souvent, disent comment je peux me centrer sur moi quand une personne décède ou s'en va. Donc, les personnes qui accompagnent la personne en fin de vie mettent leur vie sur pause. Puis des fois, c'est sur plusieurs années. Et ça a une conséquence des pertes au niveau des relations, au niveau du cercle social, au niveau de l'emploi. Il y a différents impacts d'être proche aidant. Oui, Pas parce ça- qu'on peut faire faillite étant un proche aidant. Il faut Ouais. lâcher notre travail, on n'a plus de revenus, on peut dégringoler rapidement, ne serait-ce que techniquement et financièrement aussi. Oui, Hein? et puis il y a beaucoup de proches aidants. On a beaucoup d'images de proches aidants, que c'est des personnes âgées à domicile en fin de vie, mais tout le réseau social et familial qui est autour, ce sont aussi des proches aidants. Oui. Donc, les filles, les fils, Ça aussi, vous allez vouloir gratter pour savoir qui est là d'abord, là, dans votre famille, votre entourage média, qui peut vous donner de soutien. l'aide, parce que bien souvent aussi, on va se sentir plus à l'aise, plus confortable, plus intime, très souvent avec des gens qui sont proches de nous. Oui, Hein? et que la personne permet aussi d'être d'un soutien. Oui. Il y a la famille qui veulent, les membres de la famille qui veulent participer aux soins, et la personne en fin de vie veut garder peut-être des fois ça plus personnel. Le proche va peut-être des fois être un peu un gardien qui rentre, qui participe aux soins. Et une des recommandations qu'on fait aux proches, c'est de voir l'accompagnement en fin de vie comme une histoire familiale. Pas juste de voir la relation aidé-aidant, mais de voir aussi les mains qui sont tendues autour. Qui est prêt à contribuer, qui est prêt à mettre un peu l'épaule à la roue pour contribuer à la situation de fin de vie, afin que le deuil se passe mieux aussi. Donc, nous, dans l'accompagnement auprès des proches, on est très soucieux aussi du l'après-décès. Donc, le deuil, comment ça va se vivre? Comment a été l'expérience d'accompagnement? Parce que ça, on le sait, les recherches démontrent que ça a un impact, le soutien et l'accompagnement qu'on fait en fin de vie aura un grand impact sur le deuil. Si l'expérience est bien passée, si les symptômes étaient bien gérés, si les interventions entre l'équipe professionnelle et les proches et la famille, si c'est bien passé, tout ça, c'est des facteurs qui vont influencer l'expérience de deuil. Donc, dans la trajectoire qu'on fait et de l'accompagnement, on est très soucieux aussi de la qualité de vie de la personne qui nous quitte, mais aussi l'expérience des proches dans cette expérience-là. Puis j'imagine, vous aussi, comme ça me fait penser à ma mère, moi j'ai été la proche aidante de ma mère pendant 4 ans et demi, donc les hôpitaux, les médecins, les services de CLSC, là, j'ai connu ça. Mais j'imagine autant dans votre domaine à vous que quand on est à l'hôpital, vous êtes des gens qui aiment que la famille soit proactive. Hein? Ça aide d'avoir les gens proactifs autour. Autant les médecins vont être contents d'avoir des membres de famille qui vont poser des questions, qui vont douter de certaines choses, qui vont avoir des idées. Pas toujours, mais beaucoup de médecins. Ça peut être bon. Ça peut aider. Ça peut être bon. Ça Moi, peut dans aider. mon expérience, on appréciait beaucoup la proactivité. Oui. Ma proactivité, elle était appréciée. Fait que j'imagine dans votre domaine aussi de coordonnateur, on aime ça, sentir que ben, la famille est là, ou en tout cas, si c'est pas de la famille, c'est des amis, ça peut être des voisins, là, on appelle ça aussi la famille. La famille choisie. C'est un plus, la famille choisie, c'est un bon terme. Ça aussi, vous appréciez, j'imagine. Tout à fait. Sans proche aidant, il n'y a pas de soins palliatifs à domicile. Sans soutien de la famille, il n'y a pas de fin de vie de qualité à domicile. Et Dieu sait que ça a été mis à l'épreuve durant la COVID. Mais moi, dans mon travail tous les jours, ce qui m'accroche, c'est de voir justement la solidarité familiale auprès d'une personne en fin de vie. Ça, vous le voyez beaucoup. Ça, on le voit. Mon Dieu, que c'est rassurant. Hein? On voit de tout. On voit le plus beau, puis on voit le plus laid aussi à domicile. Donc, des batailles autour du lit de chevet, au chevet de la personne. Sur son lit de mort, là, ça sur se le lit de chicane mort, déjà. sur les discussions testamentaires. En tout cas, bref, on voit le pire, mais on voit surtout le beau. Surtout le beau. Oui, heureusement. Oui. Vous êtes, votre travail, ça fait aussi partie de mettre des thérapeutes, des spécialistes en place, des personnes donc du CLSC, des installations techniques. Hein? Oui. Racontez-moi un peu là, tout ce qui... C'est-tu des ergothérapeutes? C'est-tu des psychologues? Comment ça fonctionne? Bien, l'équipe principale à domicile, ce sont des infirmières qui font faire la gestion de symptômes en collaboration avec les médecins. Des fois, il y a des médecins qui font des visites à domicile, des fois, c'est à distance. Il y a des ergothérapeutes, ce sont des professionnels qui sont incroyables pour adapter l'environnement. Donc, on parle de lit d'hôpital, de l'équipement pour prendre soin de la personne, va veiller à la sécurité, va aussi transformer les activités de la personne en fonction de son énergie. Donc, elle va transformer les activités que la personne aimait faire en fonction de son énergie et de son endurance. Donc, c'est pas juste de l'équipement, c'est aussi beaucoup plus large que l'équipement. Donc, c'est toute l'adaptation et la sécurité pour le bien-être de la personne en fin de vie, mais aussi pour les proches, pour s'assurer que la personne fasse les bonnes techniques. Pour pas, quand on aide sa mère, qu'on se barre le dos parce qu'on utilise les mauvaises techniques. Absolument. Et ça ajoute aussi quelquefois les physiothérapeutes et nutritionnistes
et bien entendu des travailleurs sociaux qui accompagnent les proches dans cette trajectoire-là pour voir et puis réévaluer avec les proches et la famille si la personne est confortable, si c'est toujours le choix et le souhait de la personne en fin de vie de demeurer à domicile. C'est ça, Puis bien faire des souvent, suivis, hein, c'est important, quasiment Ouais. tous les jours ou tous les semaines. En tout cas, il faut faire une mise à jour. Hein? Tout à fait. On doit réévaluer si la personne est confortable. Et parce qu'une personne qui est en fin de vie a bien souvent l'impression d'être un fardeau sur les proches, étant donné la lourdeur des soins, étant donné. Donc, oui, les personnes veulent mourir à domicile, mais je pense on doit revoir notre libellé puis dire les gens veulent vivre plus longtemps à domicile. Pas forcément y mourir. Les gens veulent vivre le plus longtemps, puis chacun a une définition de ce qu'est la vie, hein, de ce qu'est vivre. Donc, de mourir, pas toujours. Les personnes veulent choisir des soins terminaux dans un centre hospitalier, dans une unité de soins palliatifs, dans une maison dédiée en soins palliatifs. Donc, finir les dernières journées, des fois, avec une équipe professionnelle, mais les gens veulent passer le plus longtemps possible à domicile. Ouais. Et ce qu'on fait, on les accompagne, puis on réussit des fois même à les garder à domicile, dans le confort, des fois quelques jours avant le décès. Donc, des fois, on admet les personnes, des fois 24 heures avant le décès, parce que c'est les choix de la famille. Donc, on doit respecter les choix de la famille. Puis aussi, les proches ne veulent pas toujours avoir un décès à domicile. Il ne faut pas que ça laisse une marque. Il ne faut pas que ça laisse une empreinte d'avoir les derniers jours d'une personne en fin de vie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est la promotion de la qualité de vie de la personne en fin de vie, mais aussi on est soucieux des problématiques de santé mentale des proches pendant la situation de deuil. Donc, on doit tout balancer ça et de dire, bon, on fait l'accompagnement, puis on facilite des fois les transitions vers l'hôpital ou vers les unités de soins palliatifs parce que ça devient trop lourd et les proches se perdent en étant proche aidant. Ils oublient ce rôle, le rôle d'être mère, d'être frère, d'être conjoint. Puis on perd nos moyens à l'approche, justement. Plus on s'approche du jour fatidique, la fragilité, l'épuisement, parce que vous avez tout le volet émotion, le volet psychologique de ça. Il y a l'émotion, il y a la colère, il y a l'indignation, il y a la tristesse, il y a la peine. C'est vaste, là. Vous faites face à ça aussi. On fait face aux émotions, des fois qui sont crues, mais aussi la transformation de la relation. Quand on prend soin d'une personne, on s'oublie dans son rôle. On s'oublie comme conjoint et on s'investit dans les soins. On devient infirmier, on devient médecin, on devient psychologue pour la personne qui nous quitte. Puis on oublie d'être conjoint, d'être en relation comme conjoint dans les derniers moments. Donc, moi, comme mon rôle de travailleur social, c'est de revoir ces rôles-là, justement, de dire est-ce que c'est vraiment les soins que vous voulez faire ou est-ce que vous voulez passer plus de temps en tant que conjoint? Oui, mon Dieu, c'est important parce que oui, on se perd là-dedans. Oui, même malgré les soins que le CLSC peut offrir, on doit revoir tout l'aspect relationnel de la fin de vie. Parce que c'est ça, tu sais, comme proche aidant, oui, on veut techniquement être efficace. Je le dis tout le temps, moi, depuis le début de notre balado, tu sais, que on n'est pas équipé pour gérer tout. Là. On peut bien vouloir faire le maximum de ce qu'on peut, mais nous aussi, comme conjoints, comme enfants, comme parents, on vit énormément d'émotions. De culpabilité. De souhait, deuil. De deuil aussi. On accompagne la personne qui vit des différentes pertes, des différents deuils. Donc, ça confronte la personne à son propre processus de deuil. Mais aussi, il faut penser les conjoints âgés qui accompagnent une personne qui part. Elle aussi, elle a des pertes d'autonomie. Elle aussi est confrontée à sa propre mortalité à venir. À ses propres limites. À ses propres limites, à ses propres capacités, à ses propres souhaits. Et bien souvent, elle va se poser la question, mais qui va prendre soin de moi lorsque ce sera mon tour? Donc, c'est tout ça qui, des fois, qui est en jeu dans le relationnel puis dans les émotions des proches aidants. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à mettre ma vie sur pause, mais qui sera là présent lorsque ce sera mon tour de passer à la fin de vie. Très souvent aussi, vous travaillez avec une clientèle, on se le disait dès le début, là, de 80, 90 ans, 100 ans et plus parfois. Il reste que c'est une génération, je pense, qui ne s'expriment pas si facilement, qui sont pudiques, ils ont comme appris à pas se plaindre, à pas dire, à pas demander, à pas recevoir. Donc, ça aussi, ça doit être un défi quand même de dire, là, regardez, vous pouvez me le dire à moi, là, que vous êtes comme ça ou comme ci, ou vous avez besoin de ceci ou cela. Hein? C'est ça aussi, c'est un défi. Oui, il y a un aspect générationnel, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que ce que générationnel. C'est un aspect la personne qui est en fin de vie veut protéger ses proches, sa famille, de ne pas vraiment exprimer ses peurs, ses angoisses parce qu'il s'en vient. Donc, ils veulent les protéger, pas incombler davantage de souffrance, à partager ce qu'ils vivent intérieurement. Donc, c'est pour ça que le travail social va être impliqué pour permettre l'expression des émotions avec une personne neutre
pour qu'ils puissent parler justement de ces angoisses. On vit toute une anxiété par rapport à la mort. On est toutes, c'est une réaction humaine d'avoir peur de la mort. Ben déjà, face à la maladie, hein? Oui, Puis pour aller vers la mort, c'est à puissance... puissance 100. Exact, Donc ouais. on est là comme accompagnant, puis de pouvoir permettre à la personne de s'ouvrir, autant pour la personne qui quitte que les proches aidants. Les proches aidants peuvent vivre un grand parcours sur plusieurs années d'accompagnement. Donc, c'est pas rare que des proches aidants peuvent avoir des sentiments jusqu'à ce que ça se termine. Ça fait longtemps que la personne souffre, jusqu'à qu'elle meure. Et s'avouer ce sentiment-là, que la personne puisse, qu'elle souhaite qu'elle meure, c'est difficile à s'avouer à soi-même parce qu'on veut prendre soin de l'autre. Puis on est comme torturé entre les émotions de laisser aller et de continuer d'être impliqué. Donc, c'est ce balance entre ces deux tendances qu'on doit aussi aider les proches à vivre et à exprimer. Oui, puis ça m'amène évidemment à parler des proches aidants, de la transition, c'est le mot là, qui me vient. Il y a une transition à travers tout ça. Hein? Déjà, d'entendre qu'il y a un diagnostic, une transition, tous les deuils qui suivent tranquillement au jour le jour, au fil des jours, des semaines, des mois, des années, voire plusieurs années. Mais tout ça, c'est des transitions de vie aussi. Puis j'imagine que l'ultime transition, c'est le départ officiel de cette personne-là, donc le décès. Oui. Et ça aussi, vous accompagnez, là... Si on met ça dans une perspective de cycle de la vie, Ouais. on se prépare à une naissance d'un enfant, on prépare le baptême, on prépare son nom, on prépare tous ces événements-là, mais pour la fin de vie, on ne fait pas ces étapes-là. On a très peu de rituels d'accompagnement des personnes en fin de vie et des proches. On célèbre, en tant que société, est-ce qu'on célèbre la fin de vie? Est-ce qu'on célèbre la vie? Il y a d'autres cultures à travers le monde. La mort, c'est une célébration, c'est une renaissance, en fait. Oui. Ça dépend des cultures. Hein? Oui, les cultures, puis pas juste les religions, mais les cultures en général, parce que à même une religion, les gens peuvent avoir plusieurs cultures ou sous-cultures. Donc, et moi, mon rôle aussi comme traversant, c'est d'amener ces rituels-là. Quand je pense à une personne qui va demander de l'aide médicale à mourir dans les prochaines journées, on fait un petit rituel, on parle de la mort. La mort est à venir, elle est planifiée, il y a une date. Donc, on planifie des rituels d'adieu auparavant. Parce que là, on sait que la date est fixée. Tandis qu'une mort naturelle, elle vient, puis des fois, elle n'est pas annoncée, la mort. Elle peut être subite. Tandis qu'avec une aide médicale à mourir, la date est planifiée. Donc, on doit remettre ça dans une perspective autre. Et les gens vivent un moment surréel, justement, d'être confrontés à une aide médicale à mourir. Et il y a aussi la sédation palliative, qui est une même chose. Quand on va à une sédation palliative, la personne est mise en situation de coma jusqu'à son décès. Donc, il y a des rituels à faire aussi avant l'introduction de la sédation. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des statistiques qui prouvent, on le dit régulièrement dans le cadre de notre balado, que l'aidant risque de mourir avant l'aider. Hein, surtout des gens d'un certain âge, parce qu'il y a tellement de tâches. La tâche est tellement immense. Et il y a un exemple qui dit que c'est comme, pour un aidant, c'est comme si on faisait 3 chiffres de 8 heures par jour. Oui. C'est ça, parce que c'est 24 heures sur 24. C'est 24 heures. Même si quand le proche arrive à dormir quelques heures, il y a toujours le souci de l'autre. Il y a toujours le souci, est-ce qu'elle va mourir ce soir? Donc, on dort moins bien dans ces situations-là. Donc, un repos complet, c'est difficile pour les proches aidants dans les dernières semaines de fin de vie. Il y a toujours ces préoccupations, ce souci de l'autre. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que la personne est soulagée? Est-ce qu'on a tout essayé pour faire les traitements? Est-ce qu'on aurait dû prendre le dernier traitement de chimiothérapie? Est-ce que ça a eu un impact? Les proches se questionnent beaucoup sur leur niveau d'implication et sur les soins qui ont été offerts. Parce que ce sont eux aussi les porte-parole de la personne en fin de vie. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui est le pire, Patrick, dans votre travail? Le pire, oh là là. Le pire, ça peut être bien souvent le manque de ressources humaines. Je savais que vous alliez dire ça. La plupart des gens qui font votre type de travail, c'est le manque de ressources. Hein? La frustration à laquelle vous êtes confrontés très souvent. Oui, puis même on a beaucoup de jeunes intervenantes ou intervenants qui rentrent dans le système de santé. On doit les former, on doit les aider à justement à être confortables avec les soins palliatifs. On sait les chiffres démographiques. On peut faire plein de statistiques aujourd'hui. Là, une personne sur 4 aura 65 ans en 2031. Ça, c'est comme demain, ça. Absolument. Donc, ces gens-là auront besoin d'accompagnement. Les baby boomers qui accompagnent leurs parents très âgés auront besoin de ces soins-là. Puis en terminant, Patrick, diriez-vous que vous avez le privilège de faire le travail que vous faites? Bien, c'est le travail que j'ai choisi depuis j'ai 18 ans. Quand j'étais ado, je l'ai travaillé sur les sujets de la mort, puis j'étais bénévole dans un hôpital en soins palliatifs.
dans la vingtaine, puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre, puis c'est un travail tellement riche, gratifiant et aussi cliniquement significatif pour moi, parce qu'on travaille sur les valeurs, on travaille sur les vraies choses, sur les vérités qu'on doit se dire en fin de vie pour passer à autre chose, à la prochaine étape de vie. Donc, c'est un lieu, un temps d'histoire de la personne qui peut être aussi générateur de tellement de découvertes et tellement de liens sociaux qu'on peut tisser et qu'on peut raffermir en fin de vie. On est chanceux de vous avoir parmi nous, hein? Le plaisir était pour moi. Merci infiniment, ça fait du bien. C'est rassurant d'entendre des gens comme vous. Merci, Patrick. Merci. Oh, des histoires, hein, des expériences, des vécus de proches aidants, vraiment tout aussi touchants les uns que les autres, encore une fois, aujourd'hui. Merci à nos invités de nous avoir ouvert les tiroirs de leur vie, en fait, hein, si généreusement, de leur vécu. Et tiens, je vous lance l'invitation, si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience en tant que proche aidant, au appuibalado.ca, il y a une section qui s'intitule « Témoigner de votre expérience ». Alors, vous pourrez vous raconter en fait, et ça va nous faire plaisir de vous lire vraiment attentivement. Et si d'autre part, vous avez reconnu des proches de votre entourage qui, selon vous, auraient besoin d'aide, ça aussi, hein, on reconnaît ça autour de nous. Contactez info-aidant@l'appui.org. Il y a aussi par téléphone un 855-852-7784. Sachez que les conseillers sont là vraiment pour vous orienter, vous guider. Et je dirais plus que tout, vous écouter. Je pense qu'on a besoin d'être écouté, on a besoin de partager. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la séparation entre le proche aidant et l'aidé, parce que ça aussi, c'est une autre étape. Qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on décide de laisser aller la personne qu'on aide, que l'on accompagne dans un autre endroit que celui qu'il connaît? C'est un beau sujet. À très bientôt avec des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants.